Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le sujet de la précarité énergétique. Je vous souhaite la bienvenue au nom du pôle de compétitivité Tenerdis et du cluster éco-bâtiment. Nous sommes très heureux que vous soyez nombreux aujourd'hui autour de ce thème qui est un thème vraiment important, majeur pour notre société et qui, comme vous le savez, prend encore plus d'importance dans ce contexte de crise économique. Donc, c'est très bien qu'on puisse réfléchir autour de ce thème tous ensemble. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez repartir de cette session avec l'idée que beaucoup de choses sont possibles. On peut monter des projets. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est possible. Et ce qui est vraiment très important sur ce sujet, c'est que tous les acteurs puissent collaborer entre eux. Voilà, je crois que c'est vraiment ça qui est fondamental et c'est ça qu'on va essayer de vous démontrer aujourd'hui. J'espère par ailleurs qu'on pourra se retrouver en présentiel d'ici la fin de l'année ou en tout début d'année prochaine pour aller un peu plus loin sur ce sujet. Donc aujourd'hui, ça va nous permettre de comprendre un peu le contexte, de déflorer un peu le sujet et j'espère qu'on pourra ensemble aller plus loin prochainement. Voilà, je vais vous expliquer pardon, voilà, juste quelques règles et quelques bonnes consignes pour ce webinaire. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez poser des questions en utilisant le chat. Et à la fin de la session, on essaiera de répondre à un maximum de ces questions. Les questions qui ne pourront pas être répondues en séance, on vous y répondra par email. Des petites consignes pour bien utiliser le chat. Vous avez normalement sur la droite de votre écran et en bas la possibilité d'accéder au chat. Si vous appuyez, si le petit icône vert est éclairé, vous avez un chat qui est normal. Et si vous appuyez sur le point d'interrogation, ça vous permet de poser une question et ça nous permettra ensuite de faire une synthèse de ces questions. Donc, s'il vous plaît, essayez d'utiliser cela. Voilà, donc je ne vais pas prendre la parole plus longtemps et tout de suite, je vais passer la parole à Régis Largillet, qui est coordinateur de la chaire Excellence Hope et qui va vous expliquer le fil rouge de ce webinaire. Régis, si c'est à toi. Merci Sylvie. Et donc effectivement, Hope, qui est partenaire de Tenerdis sur cette étude, ce travail que l'on fait autour de la lutte contre la précarité énergétique. Et on a voulu ce séminaire, enfin ce webinaire, pour essayer de présenter les différents aspects. D'abord, savoir qu'est-ce que c'est que la précarité énergétique, quelques données sur la précarité énergétique, donner un petit peu de volumétrie et savoir qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en France en particulier. Et on verra que les deux points clés de la lutte contre la précarité énergétique sont autour d'un côté le problématique ce qu'on appelle les passoires thermiques, les gens qui ont beaucoup de mal à se chauffer parce que les bâtiments sont des passoires thermiques, on n'arrive pas à les chauffer. Et puis le deuxième phénomène, c'est que les gens ont besoin de faire des priorités dans leur budget, dans leurs ressources, donc le manque de ressources. Et donc c'est ces deux sujets qu'on a voulu aborder par ce webinaire sur la rénovation d'une part, avec non pas forcément des très grosses innovations, mais des moyens nouveaux d'aborder le sujet de la rénovation à grande échelle pour des rénovations de gens très précaires. Et puis la deuxième partie sur justement la problématique d'endettement, de surendettement des ménages en précarité, soit parce qu'ils ne peuvent pas se chauffer ou se refroidir d'ailleurs comme ils souhaitent, ou soit aussi que ils n'ont pas les moyens de faire les travaux nécessaires pour être plus confortables chez eux. Donc, on va commencer. Je vais donner la parole à Isolde de Vallière. Donc, Isolde de Vallière, qui est chef de projet précarité énergétique à l'ADEME et qui est responsable du pôle de l'Observatoire national de la précarité énergétique, qui va, en deux mots, expliquer ce que c'est que la précarité énergétique et quels sont les grands enjeux aujourd'hui en France. Ensuite, on passera la parole à Franck Billot, après que je fasse une petite présentation de la chaire Hope, qu'est-ce qu'on y fait comme travaux et pourquoi la chaire avance sur ces sujets-là avec différents partenaires, et avec Jean-Louis Kiel, qui est président fondateur de la fondation de l'association Crésus, la fédération de Crésus, qui travaille sur le surendettement. Donc je laisse la parole à Isolde pour qu'elle vienne nous expliquer en un mot rapidement ce que c'est que la précarité énergétique.
peux basculer. Isolde, tu... Oui, parfait. Merci beaucoup, Régis. Merci de m'avoir invité pour définir le sujet. Euh, alors effectivement, bon, évidemment, la précarité énergétique existe depuis qu'il y a de l'énergie. Et il était grand temps, le 12 juillet 2010, de lui donner une définition légale de façon à mettre en place un certain nombre de dispositifs, notamment le programme Habiter mieux et la création de l'Observatoire national de la précarité énergétique que j'ai le plaisir de piloter depuis plusieurs années. Donc, que dit la définition de la loi Grenelle de l'environnement du 12 juillet 2010? Vous la connaissez sûrement et on a beaucoup planché dessus pour trouver des indicateurs qui nous permettent de suivre le phénomène. Donc, je vous la rappelle. Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins alimentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. Donc cette loi a été empruntée à la loi Besson sur le logement, dont on retrouve un certain nombre de modalités. Et effectivement, l'Observatoire national de la précarité énergétique qui découle de cette loi a identifié des indicateurs qui nous permettent de suivre le phénomène et donc un panier d'indicateurs puisque entre les ménages qui se chauffent mais qui ne peuvent pas payer, ceux qui ne se chauffent plus pour régler leur loyer ou leurs charges ou pour d'autres arbitrages, effectivement, on voit bien que les indicateurs ne sont pas les mêmes. Donc, je vais, voilà. Nous éditons à l'ONPE sur le site de l'ONPE les différents chiffres clés de la précarité énergétique qui sont extraits du tableau de bord biannuel. Et donc, effectivement, vous pouvez voir assez facilement qu'il y a encore et toujours 15% des Français qui déclarent avoir souffert du froid au cours de l'hiver 2018 pendant au moins 24 heures. Ça, c'est une constante depuis quelques années. Et pour 4 ménages sur 10, c'est en raison d'une mauvaise isolation du logement, d'où effectivement la priorité qu'évoquait Régis sur la nécessaire rénovation des passoires thermiques. Et on suit donc un indicateur qui est modélisé, qui est le taux d'effort énergétique, donc la part des dépenses d'énergie sur le revenu des ménages, limité aux 3 premiers déciles, c'est-à-dire les 30% des Français les plus pauvres, sur un seuil de 8%. Et donc il y a 11,7% des Français en 2019 qui ont des difficultés à payer leurs factures d'énergie. Et donc, c'est un chiffre qui est en hausse, sur cette dernière année, notamment en raison de l'augmentation du prix des énergies et de la fiscalité. Et donc, effectivement, on saura fin 2020 comment cet indicateur a évolué. Et donc, on travaille également à regarder l'impact des différents dispositifs nationaux sur le phénomène. Donc effectivement, on suit le nombre de ménages qui bénéficient des aides dans le cadre du programme Habiter mieux. Donc ils sont plus de 62 000. Il y a il y a 5 millions 7 de ménages qui ont reçu un chèque énergie en 2019. 123 millions qui ont bénéficié de fonds solidarité logement pour l'aide au paiement des factures d'énergie en 2017. Alors eux aussi sont en constante évolution et c'est assez problématique puisqu'effectivement les fonds sont limités, donc ça nécessite des arbitrages pour les collectivités et des critères de plus en plus restrictifs. Et donc ça, c'est une difficulté. Et puis, on suit également un certain nombre de programmes qui délivrent des certificats d'économie d'énergie, précarité énergétique. Et donc, je vous invite à vous rendre sur le site de l'onpe.org pour avoir plus d'informations sur le phénomène et les différentes politiques qui sont menées.
Voilà, merci Régis, et je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci Isolde. Alors avant de regarder concrètement ce qui se passe sur le terrain, je voudrais juste revenir un petit peu sur, il y a 2 ans, la création d'une chaire. Une chaire, c'était une initiative qui permettait de réunir un certain nombre d'acteurs pour essayer de réfléchir un petit peu à des solutions un petit peu nouvelles à la lutte contre la précarité énergétique, comment on pourrait se coordonner, travailler en mettant autour de la table différents acteurs qui sont impliqués aujourd'hui dans la lutte contre la précarité énergétique et des gens qui ne sont pas impliqués et qui pourraient être impliqués. Donc, on a créé donc une chaire, dont l'objectif est de mobiliser les acteurs économiques et politiques pour innover au service de la lutte contre la précarité énergétique. Ce qui est intéressant et le message ici, c'est de dire que les acteurs qui sont mis autour de la table sont des acteurs très complémentaires et très variés. Il y a à la fois des collectivités territoriales, comme l'agglomération de Grenoble et l'agglomération de Roanne. Il y a à la fois des industriels, des gens impliqués sur la lutte contre la précarité énergétique, comme Schneider Electric, la Fondation Rexel ou Solinergie. Il y a le monde financier, la Banque des Territoires et la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, mais également des énergéticiens comme EDF et GEG, Gaz Extrait de Grenoble, et puis des représentants du monde économique, comme Tenerdis, le pôle de compétitivité, et UDIMEC, le syndicat des industries de la métallurgie, InnoEnergie, et des laboratoires de recherche comme le CEA, le CEA Liten. Et tous ces gens disent « Ah, ça vaut le coup qu'on se mette autour de la table pour essayer de trouver, d'enlever ce caillou dans la chaussure que l'on a, pour essayer de trouver des nouvelles solutions. » Alors, pour ça, on est allé voir un petit peu les institutionnels qui travaillent sur la lutte contre la précarité énergétique, qui nous ont dit on vous soutient complètement dans cette démarche. Donc, on a un certain nombre de soutiens institutionnels, en commençant par le ministère de la Transition écologique et solidaire et les différents acteurs politiques, associatifs, du terrain qui sont là pour lutter contre la précarité énergétique en disant aidez-nous, s'il vous plaît, à apporter la contribution. Donc, pour ça, la chaire Hope a permis donc ces dernières années, on est en train de focaliser sur ce qu'on appelle l'énergie et la santé. Finalement, on s'aperçoit et c'était avant l'épisode du Covid-19, on s'aperçoit que l'énergie c'est une chose et que si on arrivait à faire ce lien et cette thématique autour de nos recherches, finalement quels sont les liens entre santé et précarité énergétique, est-ce qu'on n'aurait pas des nouveaux moyens de lutter contre la précarité énergétique? Et donc on a comme objectif de faire avancer un petit peu la connaissance de ce lien, donc l'accès énergie-santé, pour mieux comprendre ce qui se passe, alors avec différents aspects. Le premier aspect qui est le lien santé-précarité énergétique et santé dans le logement. Quand on améliore le logement, qu'est-ce qui se passe en termes de santé? Est-ce qu'on améliore la santé des gens ou pas? Est-ce que le fait d'être malade dans un logement, c'est un frein pour sortir de la précarité énergétique? On est en train de travailler sur ces sujets-là, surtout qu'apparemment, dans certains pays européens ou extra-européens, il y a des expériences intéressantes qu'on aimerait répliquer. Le deuxième aspect, c'est l'accès à l'énergie au-delà du logement, et en particulier sur la mobilité. Alors, c'est pas dans la définition officielle de la définition de la précarité aujourd'hui, mais tout le monde se pose la question, c'est que la mobilité, finalement, c'est aussi un sujet important qui est cause de précarité, et mettre de l'essence dans une voiture, c'est de l'énergie également. Donc, on a ces sujets-là. Là, sur le slide, vous voyez un certain nombre de livrables autour de ces différents sujets que l'on a. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, une fois qu'on a fait avancer la connaissance, c'est de la porter, cette connaissance sur le terrain, pour aller semer la graine de précarité énergétique auprès d'un certain nombre d'acteurs, en particulier des étudiants. On a une grosse dynamique étudiant, c'est parce que les étudiants sont très motivés pour s'engager dans la lutte contre la précarité énergétique, et aussi c'est une population qui est à risque, qui a beaucoup de précaires chez les étudiants. On a également un fort impact sur les acteurs du territoire. On fait un certain nombre de liens dans les différentes organisations, les liens entre les départements de santé et les départements logement, les liens entre des associations et des politiques. Donc on est en train de travailler là-dessus pour monter un certain nombre de projets et faire un lien comme aujourd'hui entre les entreprises, la technologie, que ce soit du low-tech ou du low-cost, comme on veut, et du high-tech, qui pourrait servir à la lutte contre la précarité énergétique. Ça sert à faire ces liens. Voilà, donc on est en train de travailler sur ces sujets-là pour justement faire avancer la connaissance et porter cette connaissance sur le terrain. Voilà ce que c'est très rapidement la chaire Hope. Je voulais présenter ça avant, puisqu'on est partenaire de Tenerdis, avant justement de montrer des vrais exemples de ce qui se passe sur le terrain. Donc je vais passer la parole à Franck Billot, qui est donc
le fondateur et le président de l'association Réseau Écohabitat dans les Hauts-de-France, qui justement depuis quelques années mène une expérimentation, mais plus qu'une expérimentation, une activité de rénovation à grande échelle, de grosses rénovations pour des logements très précaires. Et il va nous montrer que c'est possible, c'est faisable, c'est réalisable et c'est rentable pour tout le monde. Voilà, donc je laisse la parole à Franck. Franck, la parole est à toi. Merci et bonjour. Donc très intimidé de prendre la parole pour la chaire et après Isolde, Régis et avant Jean-Louis. Réseau Écohabitat pour présenter peut-être un tout petit peu l'origine. En fait, on a démarré à partir d'un constat, le mien, puisque j'étais salarié au Secours catholique et je prends conscience en fait en 2014 que sur la région Hauts-de-France que j'anime pour le Secours catholique, un ménage sur 5, alors maintenant on devrait dire 4 ménages sur 10, et j'ai retenu les chiffres de Isolde, 4 ménages en fait sur 10 sont en situation de précarité énergétique, ce qui en fait rapporte au Secours catholique à peu près 100 000 demandes en France au niveau national de propriétaires occupants qui sollicitent le Secours catholique pour venir chercher en fait une aide financière pour payer leurs factures d'énergie. Ce qui représente quand même 25% du budget du secours du budget d'aide d'urgence pour l'association. Donc c'est pas négligeable. Donc on prend conscience que quand un donateur donne 100 euros, systématiquement 25 euros va servir à payer une facture d'énergie. On va donner de l'argent du donateur en fait aux fournisseurs d'énergie pour rendre les clients à peu près solvables. Donc des gens en difficulté, c'est pas ce qui manque. Régis l'a dit, donc des dispositifs d'aide d'amélioration de l'habitat, il y en a. C'est pas ce qui manquait en 2014 et aujourd'hui en 2020, j'allais dire, il y en a encore davantage. Et le troisième constat, c'est que en fait, la technologie, la technique, les entreprises sont performantes en 2014 et encore plus en 2020. C'est qu'on sait construire des maisons dites passives, des maisons en fait qui coûtent 80 euros de chauffage à l'année. Donc la maison que vous voyez là, c'est la maison d'un propriétaire heureux que je suis, qui consomme que 80 euros de chauffage à l'année. Et j'insiste, c'est dans le nord de la France, c'est pas à Marseille. Donc il y a quand même un problème, c'est que s'il y a des pauvres et qu'il y a de l'argent pour faire des travaux d'amélioration de l'habitat, les entreprises devraient, en tout cas du bâtiment artisanal et fournisseurs devraient en fait fonctionner à plein régime pour faire pour pouvoir apporter des aides financières à des gens comme Ginette, 75 ans, qui est l'une des premières personnes qu'on a accompagnées. Mais quand on s'appelle Ginette, qu'on habite dans la Somme et que on a des acteurs du terrain qui viennent la voir et qui lui disent brave Ginette, dites-moi votre revenu fiscal de référence, dites-moi une idée en fait des travaux que vous voulez réaliser, hein, c'est la maison de Ginette que vous voyez en bas, et dites-moi comment vous allez financer le reste à charge. En gros, ça veut dire une fois que l'ANA aura financé 50% du montant des travaux, Ginette, dites-moi comment vous allez trouver les 50% pour financer les travaux. Eh bien là, vous imaginez la tête de Ginette, elle se dit d'abord revenu fiscal de référence, de quoi on parle. Moi, seule, veuve, dans cette maison, comment pourrais-je avoir une idée des travaux que je peux faire dans ma maison? Et puis, si tant est qu'on me donne 50% d'aide sur cette maison, il y aura en l'occurrence 54 000 euros de travaux. Si on m'en donne 25, avec mes 650 euros de ressources par mois pour vivre, comment je vais aller chercher en gros 25 000 euros de reste à charge. Alors, si tant est que notre Ginette, qu'on affectionne beaucoup, elles se disent, bon, ben, le dispositif, je vais aller les chercher, donc je vais contacter l'ANA, l'OPA, le PIC, je vais peut-être avoir un peu de crédit d'impôt cumulé à du PTZ avec un éco-prêt. En plus d'un micro-crédit, je vais peut-être aller chercher des C2E en plus du FSL, bien sûr, le chèque énergie, en passant par l'espace information, énergie, la DIL, le PRIS, etc., etc. Vous voyez que notre brave Ginette, parmi tous les dispositifs, c'est quand même un peu complexe. Et si tant est qu'elle est répondue à tous ces acronymes, on va lui dire, Ginette, c'est bien, vous allez faire un programme de travaux, donc on va vous dire qu'il faut aller chercher en fait un couvreur, une entreprise d'isolation, un chauffagiste, un plombier. Allez chercher des devis et puis présentez-nous des devis qu'on va pouvoir en fait déposer à l'Agence nationale de l'habitat pour faire des travaux.
Et là, en fait, on peut se demander comment Ginette va aller chercher un artisan à peu près normal qui va se rendre chez Ginette en se disant chouette, en fait, j'ai un client à peu près solvable, normal, puisqu'elle va bénéficier des aides de l'amélioration de l'habitat. Et là, l'artisan, il va lui dire, bon, ben, en fonction du programme de travaux, je vais vous parler des kilowattheures peut-être économisés que vous allez avoir. Pour avoir les aides de l'ANA, bien sûr, on va faire 25% de gain énergétique. Rassurez-vous, je suis RGE. Je vais vous calculer la résistance thermique des matériaux, le lambda, toutes ces questions d'inertie. Vous inquiétez pas, j'ai la RT 2012, je suis qualifié Calibat, etc., etc. Donc, Ginette, à partir de déjà qu'elle a traversé le labyrinthe des acronymes administratifs et financiers, il faut qu'elle se farce, j'ai envie de dire, la complexité en fait des entreprises du bâtiment. Alors, en fait, Réseau Ecohabitat, ça n'est ni plus ni moins en fait que voilà, une petite association. On s'appuie sur des bénévoles de terrain, donc le SCO catholique, pour pouvoir accompagner donc ces familles qu'on dit invisibles. Alors, en fait, ils sont visibles auprès du SCO catholique, mais qui ont en fait de toutes petites ressources financières pour faire des travaux d'amélioration de l'habitat. Donc la conclusion un peu de ce public, c'est qu'on peut démontrer, si on prend donc la colonne en fait de gauche où une famille de 3 personnes ayant un revenu fiscal de référence pour l'ANA autour de 25 000 euros, si on prend la famille moyenne que le SCO catholique accompagne avec Réseau Ecohabitat, on est plutôt sur une famille qui a 2 fois moins de ressources, 13 000 euros de ressources de revenus fiscal de référence, pour un montant moyen de travaux de 40 000 euros. Donc ça veut bien dire, en regardant ce croquis, que de l'argent, en fait, c'est pas ce qui manque. Il y en a, des dispositifs, il y en a. Pour autant, en fait, il faut aller chercher en fait ces invisibles, ces personnes qui avec 600 euros, voilà, entre 600 et 800 euros par mois pour vivre, n'imaginent pas, je dis bien, n'imagine pas que c'est possible de faire 40 000 ou 50 000 euros de travaux si on prend la situation de Ginette. Alors, le public qu'on rencontre du coup au travers du Secours catholique, j'allais dire, j'insiste, qu'il ne fait pas d'effort pour toucher ce public puisqu'en fait ils viennent chercher des aides. Aujourd'hui, on se rend compte en fait que c'est 50% de personnes retraitées, 50% en fait de ménages, enfin de couples, de familles qui vivent, voilà, la Picardie étant un milieu plutôt rural aujourd'hui, voilà, dans des petites communes de Picardie. Le labyrinthe, pour les ménages en fait en grande précarité, c'est vraiment le casse-tête. C'est-à-dire que parmi tous les dispositifs qu'il peut y avoir, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, aujourd'hui, on a malheureusement, j'allais dire, pas un guichet unique qui permettrait à Ginette d'avoir un interlocuteur pour être accompagné dans tout son dispositif, et c'est un peu ça qui manque. Notre clé, nous, d'entrée, c'est de se dire que des associations caritatives sur le terrain, il y en a. Il y a le SCO catholique, mais il y a aussi la Croix-Rouge, il y a aussi les Restaurants du Cœur, ATD Carmonde, etc. Donc la question d'aller vers ce public, c'est pas tant le problème que de sensibiliser aussi les bénévoles qui sont au contact de ces familles qu'il y a aujourd'hui des solutions pour sortir les gens de la précarité par la rénovation de l'habitat. Si tant est qu'on touche les institutions publiques, les dispositifs auprès de qui il doit y avoir aussi une confiance auprès de ces ménages très modestes. Et il faut pouvoir en fait convaincre les entreprises du bâtiment, les fournisseurs, qu'il y a, alors le mot est un peu cru, mais un véritable business, si on en prend les 5,7 millions de passoires énergétiques en France, qu'il y a un vrai business et qu'il y a des gens solvables au bout, enfin qui sont dans ces passoires, si tant est qu'on leur fait confiance et que l'on permet en fait à ces familles d'accéder à toutes ces aides. Alors, Réseau Ecohabitat n'est pas un ovni, n'a pas inventé un métier. On a juste créé en fait une coalition d'acteurs
entre des bénévoles, des institutions et des entreprises. Donc on crée une relation de confiance autour d'un parcours qui est, j'allais dire, en fait, un parcours de bout en bout, qui va du repérage de la famille, qui va de préparer avec elle, j'allais dire, de la rassurer sur le fait que c'est possible d'aller chercher des aides, des aides financières. En fait, aider ces familles à monter leur dossier. Parce qu'aujourd'hui, il faut imaginez notre petite Ginette accéder à une adresse mail pour déposer son dossier à l'ANA, chercher et faire même éventuellement une déclaration préalable de travaux en mairie pour expliquer quel type de fenêtre elle va changer chez elle. Ça, c'est compliqué. Donc, il faut de l'accompagnement social et il faut de l'accompagnement technique de bout en bout. Il faut pouvoir convaincre les entreprises qu'il y a des programmes de travaux performants qu'on peut avoir, parce que je dis souvent que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit faire des travaux pas cher. Pour une Ginette, en fait, les travaux, c'était traumatisant. Elle ne refera pas des travaux dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, on a tout intérêt à faire une rénovation globale et performante pour lui permettre d'aller mieux sur des questions de santé. Et pour pouvoir faire un programme de travaux performants. Donc, de réunir en fait tous les cofinancements, démarrer le chantier et accompagner Ginette parfois dans la préparation du chantier. Ça va jusque parfois accompagner le relogement de la famille et accompagner Ginette après travaux, parce qu'elle va avoir un nouveau système de chauffage et que peut-être sur les éco-gestes, sur la question du ballon d'eau chaude, de la chaudière, etc., il faudra accompagner ça. Donc il y a un vrai travail, j'allais dire, autour d'un écosystème qui existe. Il n'est pas à monter, Régis l'a dit tout à l'heure, qui existe, mais qui doivent apprendre à travailler ensemble. Les associations ne sont pas composées que de bénévoles bénis oui, qui n'y comprennent rien au bâtiment, ça c'est un peu vrai, et qui ne comprennent pas toujours en fait dans les dispositifs financiers, ça c'est vrai. Par contre, ils ont une vraie compétence, expérience d'accompagner des gens sur le terrain. Il faut aller chercher les entreprises pour leur dire c'est possible, et il faut aller chercher bien sûr les financements qui sont allés chercher. Alors je dis il y a beaucoup d'argent, c'est vrai. Après, il n'y en a jamais assez, bien sûr, pour faire des travaux très efficaces chez Ginette, par exemple. Quand même, vous montrer la complexité d'un dossier. Aujourd'hui, pour Ginette, ou là, c'est une autre famille, 42 800 € de travaux. Il faut parfois jusqu'à 10 enveloppes financières, 10 partenaires à solliciter. Donc, ce magma, il existe. La voie de la simplification en France au niveau administratif, on en est encore un peu loin. Malheureusement, alors le crédit d'impôt a été fusionné dans les aides de l'ANA. Je trouve que c'est une bonne chose parce que ça fait un dossier en moins à déposer pour nous. Par contre, entre ANA, conseil régional, conseil départemental, communauté de communes, entre guillemets, chaque collectivité locale a son pauvre et a sa petite enveloppe à apporter. Il faut aller les chercher, il faut aller les gratter. Les groupes de protection sociale, la CAF et les associations caritatives qui sont un peu trop sollicitées à notre goût, parce qu'aujourd'hui, sans les associations, on a du mal à aller chercher les 23% de financement restants. Et je vous cache pas en fait que on n'a pas envie de rogner sur des programmes de travaux, on n'a pas envie de rogner sur la ventilation, par exemple, pour pouvoir proposer des programmes de travaux performants. Je vous passe les détails en fait d'un plan de financement qui demande du temps, parce que tout le monde attend que l'ANA dise oui, que le département dit oui, que la région dit oui, et pour pouvoir aller chercher en fait un reste à charge auprès de la famille. Donc nous on parle pas d'isolation 1 euro, on parle plutôt de travaux performants financés par les personnes en difficulté à hauteur de 10% du montant des travaux. Donc c'est ce qu'on se rend compte, qu'au-delà de ces 10%, pour des gens qui n'ont pas grand-chose, même 10%, 4 000 € pour des gens qui ont très peu, c'est déjà énorme. Voilà l'exemple en fait de Clarisse et Stéphane d'une famille. Restaurer l'habitat, c'est bien restaurer la dignité. Voilà, c'est la chambre nuptiale de Jean-Pierre et Nadine que vous allez voir juste après. Passer de cette chambre à gauche à une chambre à droite, je vous assure, ça change complètement la vie des gens en termes de relations sociales, en termes de liens familial dans la famille, en termes de santé. Et voilà, je souligne un petit clin d'œil Jacqueline qui a accompagné cette famille au milieu.
Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, mais s'il y a l'occasion, on peut répondre à quelques questions. Peut-être du coup, sans plus attendre, je vais laisser la parole à quelqu'un qui a une grande expérience en fait de l'accompagnement des personnes en situation de précarité et voilà, marqué par un goulot d'étranglement qui est le surendettement, qui est donc Jean-Louis Kiel. Voilà, qui compte pas moins d'un réseau de bénévoles puisqu'il préside une fédération maintenant nationale, Crésus, et qui rejoint plus de 500 000 personnes étranglées chaque année avec un réseau de 630 bénévoles. Et Jean-Louis qui a une belle expérience aussi sur la question du repérage des familles et qui est bien plus geek que moi puisqu'il va développer une machine du diable, comme on dit, pour apporter des solutions à ces personnes. Merci beaucoup. Je te remercie. On passe le PowerPoint où je parle librement. Donc, je m'appelle Jean-Louis Kiel, je préside un réseau associatif qui a été créé il y a 30 ans en Alsace. À l'époque, nous l'avions créé pour 2 ans. C'était le moment de la naissance des lois Neyer sur le surendettement et on était optimistes, on pensait qu'en l'espace de 2 ans, on aurait réglé le problème. Vous l'entendez à mon accent, le siège perpétuel est en Alsace. En Alsace, nous avons 70 bénévoles qui sont des banquiers à la retraite, des magistrats à la retraite, des avocats, et qui accueillent toute personne, tout entrepreneur en difficulté, et on les accompagne vers un dossier de surendettement. Les gens viennent très tard, ou un dossier, une requête en faillite civile ou un dépôt de bilan. En 2004, Jean-Louis Borloo était venu en Alsace pour les réformer le surendettement en France et nous avait convaincus de créer une fédération et d'essaimer le modèle d'accompagnement. Aujourd'hui, nous sommes 30 associations, d'ailleurs, nous ne sommes plus 26, mais 30, avec 200 points d'accueil, près de 600 bénévoles. On accompagne chaque année, on donne 130 000 consultations par an. Les gens viennent très tard chez nous et malheureusement, la seule solution, c'est le dossier de surendettement. En 2008, il y a eu la crise des subprimes et on a décidé de créer une plateforme de prévention du surendettement. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé voir les banques, les énergéticiens, les grandes mutuelles pour leur proposer de nous envoyer en temps réel, lorsqu'un banquier voit un ménage qui a des difficultés, qui a des rejets, le banquier a la possibilité de nous prendre le rendez-vous via un intranet. On prend le relais, on refait le budget avec ces gens et on évite, une fois sur deux, le dépôt d'un dossier de surendettement. L'exclusion financière est étroitement liée, bien sûr, aussi à la précarité énergétique. Et je veux dire, on voit des abus sur le marché, des travaux qui sont proposés à des personnes qui se surendettent d'une certaine manière, sans études. On leur livre par exemple du solaire qu'on leur a vendu avec un crédit renouvelable et ça finit en catastrophe, c'est-à-dire il n'y a pas d'économie d'énergie, les travaux ne sont pas terminés et ces personnes terminent au guichet de Crésus. Alors, je vais aller un peu plus loin. Donc, sur cette plateforme, on est saisi en temps réel. On fait le budget avec les personnes, un budget très détaillé où on tient compte aussi des dépenses énergétiques. Alors, on a une vision très large de l'énergie. On tient également compte de la mobilité, des dépenses pour le carburant, comme la chaire l'a intégré aussi dans ses travaux. Et puis, on redresse la situation, on demande aux gens de supprimer des abonnements, de faire un peu attention aux dépenses énergétiques. Vous savez que si vous diminuez de 2 degrés le chauffage au gaz, vous pouvez faire près de 10% d'économie sans mourir de faim, de froid. On a la possibilité d'intervenir en temps réel auprès de tous les créanciers, y compris les énergéticiens, de proposer un plan d'appurement.
Et cela fait des économies, bien sûr, qui étaient pour les banques, mais aussi pour les ménages accompagnés. On a un pôle assurance. On a des ménages qui sont surassurés ou sous-assurés. On a la possibilité de proposer de la micro-assurance. Là, on a un programme d'éducation financière également dans lequel on a intégré d'ailleurs la problématique énergétique. L'an dernier, on a formé 100 000 jeunes dans les CFA. On a un pôle microcrédit où d'ailleurs on peut intervenir et avec EcoHabitat, on a l'intention de coopérer. On peut financer avec le Fonds de cohésion sociale qui prend en charge en cas d'impayé à des personnes exclues du crédit le reste à charge dans le cadre de travaux et accompagner la personne pour qu'elle maîtrise son budget. On a un pôle juridique également, on intervient, on accompagne les personnes pour les délais de grâce, on les accompagne pour les procédures jusqu'au bout, ce qui permet aussi à la personne de retrouver le courage de se battre. Et dans l'analyse budgétaire, on a 140 items qu'on analyse, et notamment les dépenses en matière d'énergie, d'électricité, de gaz, et on cherche des pistes d'économie. On détecte également les personnes qui ont droit au chèque énergie. Aujourd'hui, ça marche très bien puisque la CAF coopère et alerte les énergéticiens sur ces problèmes-là. On travaille avec les banques sur les algorithmes pour détecter la fragilité on intervient bien sûr pendant 259 jours, l'accompagnement moyen. On a accompagné 60 000 ménages en prévention et on apporte une aide budgétaire, une meilleure compréhension budgétaire. On élimine, vous savez, les plus pauvres sont souvent le plus mal équipés, donc on veille aussi à supprimer des abonnements, à ce que les personnes puissent supprimer des abonnements téléphoniques et les remplacer avec des abonnements qui soient cohérents avec leur budget. On a un pouvoir de médiation bancaire et puis enfin le surendettement qui pour nous est un échec. Donc lorsque le reste à vivre est supérieur à 400 €, on apporte un soutien moral et psychologique. On met en place un budget avec ces ménages. On a un taux de réussite de 97% sur les 60 000 ménages qu'on accompagne. 97% ont retrouvé un équilibre budgétaire. On fait un suivi mensuel, trimestriel, puis annuel. On optimise les charges et surtout on met en place une épargne de précaution parce que je pense que l'épargne, même si elle est minime, même si vous épargnez 10 €, au bout d'un an, ça fait 120 € et ça permet aussi aux personnes de se faire de temps en temps un plaisir ou lorsqu'il y a un coup dur, de disposer de fonds nécessaires sans passer par un crédit. Si le reste à vivre est égal ou inférieur à 100 €, c'est la médiation qui intervient. On intervient auprès des énergéticiens pour trouver une solution pour étaler la dette et pour éviter le passage en FSL lorsqu'on le peut, parce que le FSL aujourd'hui est sans doute en forte tension. Et enfin, on a au pire le niveau 3, lorsque le reste à vivre est inférieur à 100 €, on accompagne pour le dépôt d'un dossier de surendettement. Alors j'aimerais briser la vision classique où le surendettement est considéré comme étant l'apanage des personnes au RSA. Non, aujourd'hui le RSA, tout le surendettement touche les classes moyennes extrêmement fragiles et qui se retrouvent suréquipées en matière de crédit à la consommation et qui se retrouvent en plan Banque de France. Donc c'est d'ailleurs avec la crise économique qui s'ouvre, je pense que nous allons avoir un travail énorme avec ces ménages, mais ils sont issus principalement des classes moyennes. On a 30% des personnes qui viennent nous voir sur le terrain ont un revenu moyen de 2 200 €, donc on est par unité de consommation, ce qui paraît élevé, ont 1 046 € de charges fixes, 1 187 € de crédit en cours
et lorsqu'ils ont payé les charges fixes, lorsqu'ils ont payé les crédits, eh bien, il leur manque 7 € tous les mois, c'est-à-dire ils n'ont pas les moyens pour l'alimentation, pour les loisirs. Donc, c'est des situations dramatiques qui nous sont envoyées. Au travers de la médiation, on parvient à rétablir le reste à vivre en renégociant les crédits, en renégociant, en travaillant sur les charges. La répartition en France est à peu près équilibrée. On a la région parisienne est très importante, hein, avec un nombre de surendettés important parce que le loyer est élevé. 44% des ménages qui nous sont envoyés sont des couples, 56% sont des personnes divorcées. L'âge moyen des populations que nous accompagnons est 51 ans. Ce sont des personnes qui sont dans la force de l'âge, qui ont encore des projets de vie. Le nombre de personnes à charge, c'est 0,50 parce qu'on a beaucoup de seniors, de retraités qui représentent 25%. On a de plus en plus des personnes qui sont logées à titre gratuit, qui ne peuvent plus payer de loyer, qui retournent chez leurs parents alors qu'ils ont 40 ans. 61% sont locataires, mais on a 30% de propriétaires. Je passe au niveau de la profession, contrairement à l'image qu'on véhicule, les surendettés, ce n'est pas le fait des personnes qui sont sans emploi, ce sont des fonctionnaires, ce sont des hospitaliers, hein, vous le savez, qu'il va y avoir une augmentation parce que ce sont des héros. Aujourd'hui, avec le SMIC, dans certaines régions, vous n'arrivez plus à vivre, vous êtes obligé de souscrire des crédits ou de renoncer à vous chauffer. Il y a un problème de pouvoir d'achat dans notre pays. Alors, les résultats, lorsque les personnes nous sont envoyées, vous l'avez vu, revenu moyen avec les aides sociales du couple de 1 900 €. Ils ont 1 204 € de frais de charges fixes, incompressibles, 1 400 € de crédit et un reste à vivre de 335 €. Donc, ça fait à peine 10 € par jour pour l'alimentation. Et à l'issue de la médiation qu'on entreprend, on arrive à doubler ce reste à vivre. Donc, on a ou presque à le triplé, vous voyez, de 335, on arrive à 902 € en travaillant à la fois sur les crédits qu'on fait réduire le montant, on transforme les crédits renouvelables en amortissables et ces ménages arrivent à nouveau à vivre. Donc le résultat est le gain de la médiation est de 700 € dans certains cas, ce qui permet aux ménages de survivre. On a par ailleurs un pôle assurance lorsque les gens sont multi-assurés, aucune opération n'a été effectuée, je vais juste, voilà, il faut que j'ai un problème. Lorsque les personnes sont multi-assurées, on a créé une micro-assurance qui permet aux personnes, qui nous permet, j'ai un problème avec non. Voilà, vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend. Très bien. Donc, on a créé une micro-assurance qui permet, lorsque les personnes ont plusieurs établissements financiers crédits qui ont chacun une assurance, de couvrir l'ensemble des crédits et de ne faire qu'une seule assurance. À titre exorbitant, on peut assurer les personnes jusqu'à 90 ans, ce qui n'existe pas en droit commun, et de faire à ces ménages une économie qui va un gain mensuel de 200 € qui améliore le reste à vivre.
On a créé l'an dernier un laboratoire. J'ai fait une quête auprès des 500 000 ménages qu'on a accompagnés. On a, en l'espace de 48 heures, réuni 1 350 000 € de dons qu'on a mis en réserve. Et on a commencé à monter un laboratoire qui travaille sur un outil numérique qui permettra à tout citoyen de calculer en temps réel son reste à vivre, d'avoir des éléments d'optimisation du budget. Par exemple, on calculera un benchmark idéal en consommation d'énergie, en assurance, en loyer, en charges diverses, et qui permettra aux ménages de rectifier le tir. On sera connecté sur l'ensemble des aides sociales existantes et toutes les aides de rénovation, et on enverra des alertes aux personnes pour exciter leurs droits. Il y a 40% des citoyens qui ont droit au RSA activité qui ne le réclament pas. Au travers de l'outil, pourront constituer automatiquement le dossier, le remplir automatiquement et l'envoyer avec l'ensemble des pièces. On enverra des notifications lorsque, par exemple, vous avez en janvier 400 € ou 300 € de dépenses énergétiques, alors que l'année dernière, vous n'aviez que 200 €. On envoie en temps réel, avant le prélèvement, au moment du prélèvement, une alerte à la personne afin qu'elle rectifie le tir. On y installe un coffre-fort intelligent avec le groupe La Poste qui permettra aux personnes de recevoir les factures d'électricité, les factures de gaz, les fiches de paye, et au moment où ils ont des démarches à faire, de justifier leur identité, ils pourront extraire du coffre-fort les documents qu'on certifiera en faisant un croisement de données avec l'ensemble des données qui sont stockées sur l'outil. On accompagnera les personnes pour les démarches adéquates et on y rajoutera, on a rentré un gros calculateur qui nous permettra de calculer, de travailler sur l'IA et de préparer des algorithmes de fragilité. Un jeune, par exemple, qui veut déménager d'une région à l'autre, on lui indiquera le budget optimal qu'il a dans cette région avant le déménagement. S'il a droit à une aide pour prendre en charge le déménagement, on lui enverra une alerte et on l'orientera vers le guichet pertinent pour faire la démarche. Et enfin, le modèle économique, notre outil permettra de certifier au moment où une personne sollicite un prêt, elle pourra nous autoriser à transférer à l'établissement bancaire, à l'établissement, mais toujours avec l'autorisation de la personne. Les données appartiennent aux citoyens. C'est pas une appli comme une autre qui est faite pour commercialiser, mais elle est au service des gens. Ils pourront soumettre aux prêteurs une situation certifiée, le reste à vivre, les crédits en cours et éviter le surendettement. Voire aussi permettre une amélioration de l'accès au crédit. Vous avez des populations comme les intérimaires, les jeunes qui sortent de l'université, qui ont toujours bien payé leur loyer. Lorsqu'ils cherchent un logement ou un mal de chien, on leur demande des garanties. Avec l'outil, on pourra certifier que ce jeune garçon a toujours bien payé son loyer, que cet intérimaire est capable de rembourser un prêt, donc d'améliorer également l'accès au crédit en France, puisque je voudrais vous rappeler, la France est le dernier pays avec l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, la Corée du Nord et Cuba à pas avoir un fichier de crédit qui certifie la situation des personnes. Au travers de cet outil, on veut améliorer l'accès au crédit et la prévention du surendettement. Voilà les grands projets sur lesquels on travaille. L'outil sera achevé avant la fin de l'année. On commencera les tests en janvier et à partir de septembre, les grandes mutuelles pourront le diffuser auprès de leur public. Et j'invite aussi les énergéticiens, les employeurs de venir rejoindre cet outil parce que ça peut améliorer la vie des salariés, des citoyens et peut-être demain supprimer le surendettement en France, en tous les cas le réduire, ce qui était le vieux rêve de Crésus.
Merci Jean-Louis, merci Franck pour ces présentations très concises. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées dans le fil des questions-réponses. Il y a un certain nombre de questions qui ont été sur lesquelles a été répondu en direct. Mais peut-être Sylvie, tu as remonté des questions qu'on peut poser à Jean-Louis et à Franck avant qu'on fasse une petite conclusion. Oui. Donc j'ai une première question ici que je vais vous mettre à l'écran. Ça marche ou... Voilà. Quel impact est probable ou attendu de la crise sanitaire sur les dispositifs financiers? Je ne sais pas si Isolde, peut-être tu peux répondre à cette question. Moi, je suis déconnecté. Allô? Oui? Allô? Isolde, vous pouvez activer votre micro maintenant. Je viens de repasser l'animatrice. OK. Oui, il y avait une question là, d'un participant, c'est quel impact probable ou attendu de la crise sanitaire sur les dispositifs financiers? Qui c'est qui pourrait répondre à ça? Mon impression, moi, Franck Billot, c'est que la rénovation énergétique, c'est au contraire un formidable levier, en tout cas social et économique. Aujourd'hui, si on veut aider des familles à s'éviter, on va dire, le pire de la crise économique qu'on risque de vivre, c'est qu'on a tout intérêt à les aider à moins consommer, voire mieux consommer de l'énergie, pour pouvoir vivre le mieux chez elles. Et aujourd'hui, on le voit bien, le nombre de chantiers d'amélioration de l'habitat, le nombre de passoires, le nombre de gens très très modestes où on peut faire des travaux donne du travail à des entreprises. Donc, je ne crois pas que les dispositifs vont en prendre un coup. Au contraire, je pense que même les 2 mois ou 3 mois qu'on a perdus font qu'il y a des montants qui seront non consommés. Donc, allons-y et redoublons d'efforts pour pouvoir faire de la rénovation énergétique un véritable enjeu social. Il est aussi environnemental et il est aussi économique si on veut permettre à des entreprises du bâtiment de continuer à travailler, voire à se développer. Merci. Une autre question à nouveau pour toi, je pense plutôt Franck. Comment faites-vous pour convaincre les entreprises du bâtiment pour intervenir sur des rénovations pour des ménages considérés comme peu solvables? En fait, nous, on fait presque rien. C'est-à-dire que c'est le fait qu'il y ait un bénévole de terrain, donc un bénévole qui connaît la famille et qui va présenter, qui va faire le lien de confiance avec l'artisan. L'artisan, quand un bénévole dit je suis bénévole au Secours catholique ou de la Croix-Rouge ou d'Athée-Guermonde ou je sais pas quoi, l'artisan, il y a quand même des gens qui ont encore confiance. Donc, il faut donner cette qualité-là à des artisans qui voient dans le bénévole le fait que les gens chez lesquels ils vont aller, ils sont accompagnés, quoi. Et par définition, un bénévole de la Croix-Rouge ou de Secours catholique n'accompagne pas des gens qui veulent profiter du système ou profiter de l'artisan. Donc c'est d'abord le bénévole qui crée cette relation de confiance. Et sans bénévole, en fait, Réseau Ecohabitat, ça n'est que, on va dire, si moi je vais chez des gens en difficulté proposer de l'aide, je serais perçu comme un poseur de fenêtres, quelqu'un qui risquerait de profiter en fait des personnes. Là, en l'occurrence, le fait que ça vienne par des gens qui n'ont aucun intérêt parce qu'ils sont bénévoles, justement, ça permet cette relation. Et puis quand un artisan lui dit qu'on va pouvoir aller chercher 40 ou 50 000 euros de travaux, de panier moyen de travaux, 40 000 euros, ça commence à faire un chiffre d'affaires pour une petite entreprise artisanale locale. Oui, pardon, ça y est, j'ai retrouvé le micro. J'avais juste un tout petit élément à ajouter par rapport à la crise du sanitaire et les conséquences sur les ménages. Alors, je m'entends en écho. Oui, vas-y, Isolde. Oui, vas-y. donc effectivement, vous m'entendez là? Oui, très bien. C'est pas grave, tant pis pour l'écho. Dans ce qui est à craindre, c'est qu'effectivement la prolongation de la trêve hivernale jusqu'au 10 juillet 2020
suscite de nombreux impayés d'énergie qui se seront accumulés pendant plusieurs mois. Et on peut craindre énormément que cet été, donc le lendemain de la trêve hivernale, il y ait de très nombreux impayés qui soient donc très élevés suite à la prolongation de cette trêve. Donc c'est effectivement un bienfait immédiat pour les ménages, mais avec ce risque très fort d'accumuler des impayés l'été. Et bon voilà, je sais pas ce qu'en pense Louis Kiel là, justement par rapport à cette crainte d'un cumul d'impayés et la façon dont il envisage de traiter cette situation. Jean-Louis, tu veux reprendre la parole sur... Bon, si Jean-Louis ne répond pas, il y avait une autre question sur le réseau Ecohabitat. Est-ce qu'il existe d'autres associations, organismes similaires en France, dans d'autres régions? Sinon, qu'est-ce qui est prévu? Si ça marche si bien dans les Hauts-de-France, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour retrouver cet accompagnement du réseau des entrepreneurs à s'engager dans la rénovation des logements précaires? Enfin, ça marche si bien en fait. Pour être modeste, on a démarré il y a à peine 5 ans, donc avec voilà en Picardie avec le Secours catholique qui pèse quand même pas mal de bénévoles parce qu'il y a 68 000 bénévoles au Secours catholique en France. Si on prend que le Secours catholique, donc il devrait y avoir des réseaux éco-habitat partout, j'ai envie de dire. Ils sont à construire. Alors, c'est pas nous qui allons peut-être aller partout, mais en tout cas sur la méthode d'accompagner, de sensibiliser et de prendre un peu par la main des associations qui vont faire des alliances avec des entreprises et avec des dispositifs publics. J'ai envie de dire, tout le monde peut le faire, quoi. C'est du bon sens. Il faut juste, en fait, changer un peu de regard. Les entreprises ne sont pas que de vilains capitalistes qui cherchent à profiter du système. Les entreprises publiques ne sont pas, les administrations ne sont pas que des administrations qui peinent à sortir de l'argent pour aider des gens en difficulté, et les bénévoles ne sont pas que des gens qui distribuent des colis alimentaires. Donc, il faut changer un peu de regard sur les acteurs et accepter de se dire que ces trois corps, j'ai envie de dire, doivent faire équipe ensemble, des alliances pour pouvoir monter ces opérations. Alors oui, du coup, comme on pense que la méthode est quand même là et que on parle beaucoup de monde nouveau, en fait, il faut inventer des manières de faire ensemble. On porte avec le collectif Stop à l'exclusion énergétique cette idée en fait d'ensemblier solidaire pour pouvoir permettre à des acteurs de terrain, mais ces acteurs en fait il faudra toujours pour utiliser la méthode d'accompagnement des structures caritatives, des collectivités, ça il y en a à peu près partout, et des entreprises du bâtiment il y en a à peu près partout. Donc il faut pouvoir s'appuyer sur des gens qui sont déjà inscrits localement dans une volonté en fait d'agir ensemble. Et nous, si on peut, en fait, voilà, je veux dire par notre témoignage et par notre petit savoir-faire entre guillemets, apporter notre soutien et on peut compter sur, j'espère, Jean-Louis et Crésus sur la question de la technologie. Parce que là, je crois qu'ils ont un outil qui est assez remarquable pour pouvoir accompagner des familles sur la question de leur budget et du reste à charge, par exemple. Exactement. Et je voulais répondre. Vous m'entendez? Oui. Ah oui, je t'ai coupé. Hein. C'est la magie du numérique. On parlait tout à l'heure, bien sûr, de cette fragilité financière qui va, et puis de la masse d'impayés qui vont arriver d'une part à la fin de la trêve hivernale et même au-delà, puisque à partir d'octobre, je pense qu'on va faire face à une crise de l'emploi qui, d'abord le FSL sera énormément sollicité, ce qui n'est pas une bonne chose, et d'autre part, on va avoir parmi les travailleurs des personnes qui vont perdre leur emploi et qui vont se retrouver et qui ne penseront pas à faire des travaux énergétiques, malheureusement.
où il faudra d'abord, la première course, ce sera retrouver du travail et que notre économie reprenne. Ça, ce sera l'énorme enjeu et le coût social va être terrible. Mais il y a une chose qui pourrait faire progresser les travaux, notamment de ces publics vulnérables. Je trouve que c'est un véritable labyrinthe, que la recherche des aides, le montage, on perd beaucoup de temps. Et je pense là, il y a une réflexion à conduire. Je sais, chaque institution a son budget propre, mais je pense qu'il y va de l'avenir. Et il y a un enjeu environnemental très important, et puis de bien vivre et de se sentir bien dans la société, parce que j'ai un ami qui est chez Ashoka, lorsqu'il fait ses travaux, ça change la vie des gens. Il retrouve une sorte de bonheur dans la frugalité, parce que ce n'est pas des travaux luxueux. Mais je pense que si dans notre pays, on ne trouve pas toutes ces institutions qui contribuent, qui interviennent chacune dans le cadre de sa mission, on a un devoir de simplifier cela et de trouver une forme, non pas de guichet unique, c'est peut-être trop ambitieux. On a exactement le même problème. Nous avons repéré sur les aides sociales. Par exemple, pour avoir le RSA activité, quelqu'un qui reprend du boulot, qui sort du RSA, qui a le courage de reprendre du travail, est obligé de prendre une journée de libre pour aller au guichet social, monter le dossier, attendre pour le monter, alors qu'on pourrait simplifier les choses. C'est tout le travail, toute la gageure que Crésus est en train de conduire avec BGV. Mais je pense que je vous invite tous à chercher la mécanique financière et je pense qu'il faut simplifier cela. C'est vraiment une supplique parce que maintenir ce labyrinthe où il faut s'adresser au conseil départemental, à l'ANA, qui est un peu le chef de file, d'une certaine manière, ensuite aller auprès des associations caritatives, des fondations, à la CAF. Il faut simplifier cela, parce qu'il y va de l'avenir de la lutte contre la précarité énergétique et qu'on veille à ce que les travaux, et ça j'y tiens aussi, et là nous allons être très attentifs, que les travaux entrepris apportent une économie à ces personnes, ce qu'on fait rarement. On a vu les plus précaires acheter, comme je vous le disais tout à l'heure, du solaire, des pompes à chaleur, faire les travaux à 1 euro, et puis on leur casse finalement l'environnement. Donc il y a beaucoup d'aigre fin dans ce domaine-là. Nous, à Crésus, on le voit parce que les gens viennent avec leur bagage de dettes et de souffrances. Je pense que vous avez une immense responsabilité de trouver une solution pour simplifier les choses. Merci beaucoup, Jean-Louis. Je pense que ça va être le mot de la fin et on va conclure notre réunion. Merci beaucoup à tous pour ces échanges vraiment intéressants, inspirants. Et j'espère qu'on aura vraiment l'occasion de rediscuter plus amplement de ce problème de précarité énergétique dans une séance dédiée. Merci à tous. Nous allons revoir toutes les questions qui ont été posées et essayer de répondre par email à celles qui n'ont pas été évoquées pendant la séance. Merci beaucoup. Bonne soirée et à bientôt. Bonne chance.